Une alliance économique entre les États-Unis et la Russie pourrait-elle arriver dans les prochains mois? Après des discussions entre Ukrainiens et Américains ce dimanche en Arabie Saoudite, de nouvelles négociations ont débuté ce lundi, mais cette fois-ci entre la Russie et les États-Unis. L'objectif affiché c'est toujours le même, parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine, mais en réalité derrière, il y a aussi des enjeux économiques entre la Russie et les États-Unis. Mais alors de quoi s'agit-il? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actus du jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast audio sur toutes les plateformes. Bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent, merci pour vos messages et on continue donc le travail ensemble. Après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'ancien président américain Joe Biden avait soutenu publiquement l'Ukraine en lui apportant une aide militaire massive, mais il avait aussi sanctionné massivement la Russie, et ce dans l'objectif d'isoler la Russie de l'économie mondiale. Alors cette politique aujourd'hui on le sait, elle a eu un impact, mais elle a aussi présenté des limites, puisque on l'a déjà analysé dans ce format des actus du jour. La Russie s'est aussi tournée vers d'autres pays pour développer son économie et pour contourner les sanctions. On peut parler par exemple du lien entre la Russie et la Chine, mais dans tous les cas, ce que l'on peut noter, c'est que Donald Trump semble aujourd'hui marquer un réel tournant. Bon, déjà, ça on le sait, on va pas revenir dessus, il y a un rapprochement idéologique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donald Trump reprend certains éléments de langage russe, il accuse l'Ukraine d'avoir commencé la guerre contre la Russie et il accuse le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'être un dictateur. Pour le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, ce changement de ton c'est même un signal, je cite, que Trump comprend la position russe, mais en réalité ça va bien au-delà d'un alignement idéologique. En fait, le président des États-Unis, il a aussi repris des discussions avec le président russe et Vladimir Poutine serait prêt à collaborer avec les États-Unis sur des opportunités géopolitiques et économiques. Le mois dernier, le président russe a en effet annoncé à la télévision que la Russie était prête à collaborer avec des pays étrangers et notamment les États-Unis, et ce sur des projets visant notamment à développer son industrie des terres rares. Dans le même sens, Donald Trump a indiqué il y a quelques semaines que des accords économiques majeurs avec la Russie étaient en discussion. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici et quels sont les intérêts de chacun? On va d'abord voir les intérêts côté américain et ensuite on va voir les intérêts du côté de la Russie. Alors ce qu'on peut noter c'est que cette année, la Russie a lancé un projet national qui s'appelle Nouveaux matériaux et chimie. Et c'est un projet dont l'objectif est de renforcer la production nationale de métaux rares. C'est des métaux rares qui sont cruciaux pour l'électronique, pour l'énergie ou encore pour la défense. Et on parle par exemple de production d'aimants qui sont indispensables dans certains secteurs, mais pas que, il y a tout un tas de composants essentiels. Je vous mets directement un lien en description si vous voulez avoir le détail de ce qui se trouve aujourd'hui en Russie. Alors pour Vladimir Poutine, le développement de ce secteur en Russie, c'est une priorité, alors que la Russie détenait 3,8 millions de tonnes de terres rares en 2024, se classant selon plusieurs études au 5e rang mondial derrière la Chine qui est loin devant avec 44 millions de tonnes de terres rares, mais il y a aussi le Brésil, l'Inde ou encore l'Australie. À titre de comparaison, les États-Unis ils en ont beaucoup moins, ce serait environ 1,9 million de tonnes de terres rares, même si encore une fois là-dessus, faut nuancer en quelque sorte tout ça parce que après il y a un enjeu d'exploitation, il y a un enjeu évidemment de voir de quoi est-ce qu'on parle exactement selon les territoires, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur dans les grandes lignes de l'enjeu ici. Aujourd'hui, je le disais, c'est donc la Chine qui domine largement ce marché et ce serait donc stratégique pour les États-Unis de conclure des accords avec la Russie. L'objectif étant donc pour les États-Unis de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Et le 24 février dernier, Donald Trump a d'ailleurs déclaré en conférence de presse que la Russie a, je cite, des ressources très précieuses que les États-Unis pourraient donc utiliser. Il a aussi déclaré, je cite, qu'il serait bon que nous puissions établir une telle coopération, les États-Unis ayant, je cite, quelque chose qui pourrait leur être utile, fin de citation. Alors on va voir dans un instant ce que les États-Unis pourraient de leur côté apporter à la Russie, mais avant ça, il faut tout de même rappeler que les États-Unis réclament également un accès aux terres rares ukrainiennes. L'Ukraine étant l'un des pays les plus riches d'Europe en matière de ressources naturelles dont on parle ici. Elle concentre à elle seule 5% des ressources minières mondiales, même s'il faut tout de même noter, et on en a déjà parlé, mais toutes les ressources ne sont pas facilement exploitables. Il y a quand même pas mal de nuances à avoir là-dessus. En tout cas, un accord avait failli être signé entre Trump et Zelensky il y a quelques semaines. C'était avant donc les scènes d'embrouille à la Maison-Blanche entre les deux présidents. Mais Zelensky s'est dit début mars prêt à signer cet accord de collaboration et de partage prochainement
prochainement. Celui-ci pourrait être vu comme une forme de contrepartie à l'aide américaine qui est versée à l'Ukraine ces dernières années. A noter tout de même pour nuancer que près de la moitié des ressources naturelles de l'Ukraine seraient actuellement sous contrôle de l'armée russe. Et c'est un point évidemment majeur à comprendre puisque ça veut dire que la Russie a un levier stratégique dans la situation actuelle, dans les négociations sur ce sujet. Bon, en dehors des métaux rares, on peut noter que la Russie joue un rôle central sur le marché énergétique mondial et notamment dans le secteur pétrolier. Alors l'argument principal avancé par le camp de Trump en faveur d'un rapprochement, c'est que les compagnies pétrolières américaines, mais aussi d'autres entreprises occidentales, pourraient récupérer des milliards de dollars en reprenant leurs activités en Russie. Et pour le moment, eh bien, c'est pas possible puisque avec les sanctions imposées par les gouvernements occidentaux, eh bien, la perspective est plus compliquée. Et d'ailleurs, ça date même pas de 2022, ça date même d'avant cela puisque dès 2014, en fait, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, eh bien, ça a commencé à être plus compliqué et il y a eu des premières sanctions qui ont été imposées par les Occidentaux. Bref, voilà donc l'intérêt, en tout cas, qui est avancé officiellement par Donald Trump et par son entourage. Il y a donc la question des terres rares et il y a la question donc d'un investissement potentiel dans le secteur de l'énergie en Russie, à rebours donc de ce qui a été fait ces dernières années. Sachant que en parallèle, et je ne vous apprends rien, les relations sont très tendues avec des alliés historiques des États-Unis. On peut penser au Canada ou encore aux pays de l'Union européenne. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va pas analyser ce qui fait débat sur cette stratégie-là et voir les arguments du côté de Trump et les arguments du côté de ses opposants, mais c'est donc de comprendre du côté américain quelle est cette position. Alors maintenant, rapidement, quel serait l'intérêt pour la Russie de négocier avec les États-Unis? Bon, l'intérêt principal pour la Russie aujourd'hui, disons les choses, ce serait de ne plus être sous le coup des sanctions américaines. Je le disais, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie a connu plusieurs vagues de sanctions de la part des États-Unis. Donc ces sanctions, cumulées à l'effort de guerre côté russe, elles ont pesé sur l'économie russe. L'économie russe qui tente donc de contourner ces sanctions en se rapprochant notamment de la Chine, mais tout de même c'est un défi. Tout cela combiné à des enjeux d'inflation, bref, ça fait que eh bien, les Russes auraient tout intérêt à réussir à mettre fin aux sanctions qui pèsent sur eux et à se rapprocher potentiellement donc des États-Unis. Alors après, sur ce sujet précis, il faut quand même noter que Trump pourrait avoir besoin de l'accord du Congrès américain, qui est donc l'équivalent du Parlement en France. Par ailleurs, il faut noter que l'Union européenne ou encore plusieurs alliés occidentaux sont fermement opposés à l'idée de mettre fin aux sanctions sur la Russie. Il faudrait donc voir quel serait l'impact dans le cas où, du côté de l'Europe par exemple, on continue à maintenir ces sanctions. Alors après, on a beaucoup parlé ces derniers jours d'un rapprochement entre la Russie et les États-Unis, et c'est quelque chose qui est factuel, il y a un vrai revirement par rapport à la position des États-Unis sous l'ère par exemple de Joe Biden, mais il faut quand même nuancer certains aspects sur la question de ce rapprochement et rester factuel toujours sur ce genre de sujet. Par exemple, ce qu'on peut noter, c'est que sous Joe Biden, les États-Unis avaient autorisé une licence qui permettait aux banques russes de continuer à opérer sur le système de paiement américain pour le secteur énergétique. Or, sur ce sujet, eh bien, Trump n'a pas renouvelé cette autorisation pour les banques russes. Et selon les États-Unis, l'objectif de Trump aujourd'hui en faisant ça, c'est justement de mettre la pression sur Poutine pour qu'il signe un cessez-le-feu. Mais c'est là donc où les prochains jours vont être très intéressants à observer dans ces discussions entre les États-Unis et la Russie. C'est évident que Trump est beaucoup plus proche sur tous ces sujets de la Russie que ne l'était Joe Biden, mais il faudra voir quand même à quoi ressemblent les discussions dans les prochains jours. On le sait d'ailleurs, les discussions eh bien, sont en cours à Riyad, en Arabie Saoudite, entre Ukrainiens et Américains d'un côté et Russes et Américains de l'autre. L'objectif, c'est notamment de parvenir à un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, sachant que du côté de l'Ukraine, on estime que la Russie ne veut pas réellement la paix et que c'est pour ça donc que ces discussions prennent autant de temps. Mais on aura l'occasion d'analyser à nouveau tout ça dans les prochains jours. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le procès du meurtrier de Shahinez Daoud, brûlé vif dans la rue le 4 mai 2021 à Mérignac près de Bordeaux, s'est ouvert ce lundi. Son ex-mari, avec lequel elle était en instance de divorce, lui avait tiré avec une arme à feu dans les jambes avant de la brûler vivante dans la rue et de mettre le feu à sa maison. Un voisin avait alors tenté de porter secours à la femme de 31 ans avant de se faire braquer. Ce drame avait fait beaucoup parler car la victime avait porté plainte contre son ex-conjoint pour violence conjugale seulement 2 mois avant son assassinat, une plainte mal enregistrée par la police. Ce dernier avait déjà été condamné pour violence, avait une obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec sa femme. L'homme risque la prison à perpétuité pour assassinat et le procès se terminera ce vendredi. Deuxième actu, toujours en France, un rabbin a été violemment agressé en pleine rue à Orléans ce samedi. Un jeune homme l'a frappé à la tête et l'a mordu à l'épaule avant de s'enfuir. Un suspect âgé de 16 ans a pu être interpellé grâce aux vidéosurveillances et des vidéos prises au moment de l'agression. Selon le rabbin et des témoins qui ont assisté à la scène, l'agresseur lui aurait craché dessus en lui criant des insultes antisémites avant de l'attaquer physiquement. Emmanuel Macron a
a dénoncé ce dimanche le poison de l'antisémitisme, promettant de ne céder ni au silence ni à l'inaction face à ces actes. En 2024, 1570 actes antisémites ont été recensés en France selon le ministère de l'Intérieur. Ce chiffre est à peu près stable par rapport à 2023, mais avec une évolution spectaculaire par rapport à 2022, donc avant les attaques du 7 octobre 2023, où 436 actes antisémites avaient été comptabilisés. Troisième actu en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé Ronen Bar, le chef de la sécurité intérieure, d'avoir enquêté sur un ministre sans son accord. Cette enquête visait le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, qui est chargé de la sécurité nationale. Selon la chaîne israélienne Canal 12, l'agence de la sécurité intérieure menait depuis quelques mois une procédure secrète d'enquête sur, je cite, l'infiltration d'éléments d'extrême droite au sein de la police et sur son ministre de tutelle Itamar Ben-Gvir. A noter que la Cour suprême d'Israël, donc la plus haute autorité judiciaire du pays, a suspendu vendredi dernier la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahou de renvoyer Ronen Bar, en qui le Premier ministre affirme ne plus avoir confiance. Sur le même sujet, Gali Baharav Miara, la procureure de l'État qui avait justement exprimé son désaccord sur le renvoi du patron de la sécurité intérieure, est désormais visée par une motion de défiance. Votée ce dimanche par le gouvernement israélien, cette motion a notamment pour but de la mener à la démission. Dans une lettre adressée au gouvernement, elle dénonce, je cite, que le gouvernement cherche à se placer au-dessus de la loi et à fonctionner sans contre-pouvoir. Samedi soir, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté dans le pays pour réclamer la libération des otages, s'opposer au Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais aussi donc pour demander le maintien à leur poste de Ronen Bar et de Gali Baharav Miara. On suivra ça. Quatrième actu, on voulait aussi faire le point sur ce qu'il se passe en Turquie, où de très importantes manifestations ont lieu depuis maintenant une semaine pour protester contre l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui est aussi le principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu a été interpellé mercredi dernier avant d'être suspendu de ses fonctions et formellement incarcéré ce dimanche pour corruption par la justice turque. Selon lui et ses partisans, il s'agit d'accusations sans fondement et d'un coup d'état politique dont le but serait de l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2028. Je le disais, son arrestation a donc conduit à une mobilisation inédite dans le pays. Entre mercredi et dimanche, plus de 1133 suspects ont été arrêtés selon le ministre turc de l'Intérieur. 10 journalistes, dont un photographe de l'AFP, ont été arrêtés lundi à leur domicile à Istanbul et Izmir en Turquie, selon l'association turque de défense des droits humains MLSA. Le gouvernement turc a aussi demandé la fermeture de 700 comptes X jugés hostiles. Face à ça, l'Union européenne a appelé la Turquie à respecter les valeurs démocratiques. En tout cas, malgré son incarcération, Ekrem İmamoğlu a été officiellement désigné ce lundi comme candidat à la présidentielle de 2028 lors de la primaire ouverte de son parti. Cinquième actu, le pape François a fait ce dimanche sa première apparition publique depuis son hospitalisation. L'homme de 88 ans a salué les fidèles rassemblés sous le balcon de l'hôpital de Rome où il était soigné depuis 5 semaines pour une double pneumonie. Le pape n'avait pas été vu en public depuis le 14 février. Il a donc quitté l'hôpital et est rentré au Vatican ce dimanche où il entame une convalescence d'au moins 2 mois selon ses médecins. Pendant cette période, il ne pourra pas honorer ses rendez-vous quotidiens habituels selon son médecin. Et on termine avec cette actu, plus de 3,9 millions d'euros de promesses de dons ont été enregistrés lors de la 31e édition du SIDAction qui a eu lieu ce week-end. C'est légèrement plus que l'an dernier. Ces fonds serviront notamment à financer la recherche contre le VIH, le virus responsable du sida. Aujourd'hui, même si l'on peut vivre avec le virus, notamment grâce au traitement, on ne guérit toujours pas du sida et des progrès restent à faire pour la prévention, le dépistage ou encore l'accès aux soins. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actus aujourd'hui. Je rappelle pour tous les nouveaux que maintenant on a regroupé tous nos podcasts sur un seul et même flux, un seul et même podcast. Donc vous avez directement les actus pop, les actus du jour et les interviews. Je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.